zones géographiques et les spécialités. Et nous allons parler du programme CleanCut, qui se concentre sur la lutte contre les ISO. Beaucoup d'efforts ont été réalisés au cours des dernières années pour prendre en compte le développement des pratiques chirurgicales, mais aussi le développement des infections liées à la chirurgie. Il a été noté que dans les PFR-PRI, il y a des problèmes de morbidité et de décès liés à ces manques de sécurité. Donc, faire une différence dans ce domaine est fondamental. Et il faut pour cela beaucoup de coopération, beaucoup de communication, et quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde d'ailleurs. Ce sont des domaines où le travail d'équipe fait toute la différence. Il est important de travailler également en collaboration avec les patients. Faire face aux ISO est un des chevaux de bataille de Livebox. Ça s'inscrit dans d'autres optiques, bien sûr, mais une stratégie globale également. Livebox a beaucoup innové, développé des stratégies importantes au cours des 10 dernières années dans ce domaine. Nous sommes vraiment enchantés de pouvoir accueillir certains des collaborateurs Livebox pour qu'ils partagent leur expérience. Le programme en lui-même est un programme qui s'étend de 3 à 6 mois et qui se met en place dans les hôpitaux pour la pratique péropératoire et qui vise à réduire les infections liées à la chirurgie dans les salles d'opération. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre modératrice, Ruth Laverdé, qui est étudiante en médecine ici à l'université et qui s'intéresse beaucoup à la chirurgie pédiatrique, mais aussi à l'équité dans le domaine chirurgical et qui est très active au sein de chez ça. Je vais lui donner la parole. Ruth, merci d'avoir accepté de présider cette session. Merci, Dr. Oscaris. C'est un plaisir de représenter CHESA et de présider cette deuxième table ronde. Je voudrais vous rappeler que ce webinaire est enregistré et vous pouvez le suivre en 3 langues, anglais, français et espagnol. Vous pouvez le faire en sélectionnant l'icône globe qui dit interprétation, comme vous le voyez à l'écran, et vous pouvez sélectionner anglais, français ou espagnol selon vos besoins. Je voudrais vous encourager également à poser des questions en utilisant le bouton Q et A, donc pour questions-réponses, vous le voyez en jaune à l'écran. À la fin de cette session, nous aurons une session questions-réponses. Nous pourrons donc présenter les questions aux membres du panel qui pourront répondre directement ou via le chat. Si vous voulez tweeter ou réagir par rapport à cela, n'hésitez pas à utiliser le hashtag qui est à l'écran et à nous interpeller avec les fils Twitter que vous voyez à l'écran. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des partenaires Livebox. Livebox est une ONG qui travaille à la sécurité dans des pratiques chirurgicales et anesthésistes. Et la lutte contre les ISO, les infections donc, dans les sites chirurgicaux, est un de leurs chevaux de bataille. Ils ont développé le programme CleanCut et nous avons le plaisir d'accueillir certains des membres qui ont joué un rôle important dans le développement de ce programme, dont Nicole Starr. Nicole Starr est résidente à l'Université de Californie, à San Francisco. Elle a joué un rôle fondamental dans le développement du programme CleanCut dont j'ai parlé. Elle a travaillé à Addis Abeba pendant 3 ans, a bénéficié d'une bourse internationale Fogarty en 2020 et elle a également fait des études internationales à l'Université de Bosnie et a travaillé avec le Casque Bleu en Éthiopie, avec un accent notamment sur les services d'aide autour du sida et du VIH, l'économie, l'autonomisation des femmes, le travail de soins palliatifs. Dr Nagoussi est une pédiatricienne et chirurgienne en pédiatrie, collaboratrice Livebox. Dans ses fonctions au sein de l'hôpital où elle travaille, elle forme des étudiants, elle est responsable d'un bloc opératoire, et ce depuis plus de 14 ans.
Elle est d'ailleurs directrice des salles d'opération et elle a joué un rôle important dans l'adoption du programme CleanCut en Éthiopie. Elle a eu également d'autres positions significatives et importantes en tant que présidente du comité de développement professionnel pour l'Éthiopie, rôle similaire pour l'université de médecine d'Addis Abeba, et elle fait partie du comité directeur de l'Association médicale d'Éthiopie et de l'Association des chirurgiens d'Éthiopie. Nous accueillons également le docteur Sedara Amin, qui vient de Madagascar. Dr Amin a étudié à l'université de médecine d'Antananarivo à Madagascar et elle a fait son internat dans différentes universités et dans différents hôpitaux. Donc, l'hôpital Joseph Ravwang Anjinawa, l'hôpital central de Génoès en France, ainsi que l'hôpital Analankin Tuamasin. Actuellement, le docteur Alimin est chirurgienne pour un hôpital régional, Vakinanankara Tra Ansirabe. Elle est également impliquée dans le programme Lifebox Smile et très active dans la mise en place du programme CleanCut. Notre quatrième invité, le docteur Samuel Nagesh, est médecin. Il est basé en Éthiopie et finit sa résidence en chirurgie pédiatrique à l'université d'Addis Abeba. Il est également membre du programme Lifebox et a travaillé à la mise en place de programmes de sécurité chirurgicale. Il a bénéficié d'une bourse McCaskey, un programme de mentorat développé par Lifebox sur l'amélioration de la qualité et des compétences en recherche. Et notre dernier invité est Dr Tom Weiser, un chirurgien spécialisé en traumatologie. Il est professeur associé de chirurgie à l'université de Stanford et joue un rôle très important dans le département de médecine de Stanford. Son travail de recherche se focalise sur les soins chirurgicaux et l'impact que les soins chirurgicaux peuvent avoir dans l'accès à la santé dans les secteurs à ressources limitées. Il a été très impliqué dans les travaux de l'OMS sur la sécurité chirurgicale et il a été un des acteurs importants du développement de la liste de contrôle chirurgicale. Je vais maintenant donner la parole à Dr Starr. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir et de présider ce panel. Je vous propose de passer sans plus attendre au diaporama, mais je voudrais remercier les nombreux mentors qui sont présents ici aujourd'hui parce qu'ils m'ont vraiment accueilli au sein de Lifebox et m'ont permis de me développer professionnellement. Et c'est un plaisir et un honneur d'être entourée de personnes si brillantes et si inspirantes. Nous sommes vraiment très honorés d'avoir Tom parmi nous aujourd'hui. Il joue un rôle fondamental dans le programme de leadership et il a joué un rôle également instrumental dans le développement des stratégies de mise en place. Donc, je voudrais vous parler de nos études initiales et des tests pilotes en fait, qui ont été adoptés pour ce programme CleanCut. Un tiers des problèmes de santé peuvent être traités par une opération chirurgicale, mais une proportion importante de personnes à travers le monde n'ont pas accès à des opérations chirurgicales sûres, comme la carte vous le montre. Mis à part le manque d'accès à la chirurgie, qui est un problème en soi, les problèmes post-opératoires sont importants. 4,2 millions de personnes à travers le monde meurent dans les 30 jours qui suivent une opération. Donc, c'est la troisième plus forte cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et AVC.
Au sein de Livebox, nous avons développé des stratégies prioritaires que vous voyez à l'écran. Le premier outil était la liste de contrôle de sécurité chirurgicale. Nous nous sommes concentrés sur la sécurisation de l'anesthésie, la formation, et nous avons évidemment travaillé avec les équipes chirurgicales, mais aussi travaillé à meilleure communication, meilleure recherche. Au sein de cela, nous avons développé un programme pilote qui s'appelle CleanCut. Ce programme a pour but d'améliorer les pratiques standards dans les blocs opératoires et d'intégrer la SSC dans les pratiques opératoires. Donc, ça se fonde sur une préparation appropriée de la peau, l'usage d'antibiotiques prophylactiques, la stérilisation adéquate des champs stériles, mais aussi une procédure complète de nettoyage, décontamination et stérilisation des instruments chirurgicaux, l'utilisation d'une comptabilité claire des compresses médicales et une bonne utilisation de cette liste de contrôle. Nous nous sommes fondés sur des données quantitatives intra-opératoires, donc péropératoires, mais nous nous sommes également tournés vers les patients hospitalisés et après hospitalisation. Donc pour le suivi, pour les collectes des données des patients hospitalisés, par exemple, nous avons examiné les plaies et tenu des données régulières et quotidiennes, de manière à avoir plus de données sur les infections et la mortalité. Nous avons mis en place un suivi. Un autre outil important, c'est le développement de modélisation des procédures. Développer ces modèles de suivi de procédure est important. Vous prenez l'exemple des instruments chirurgicaux. Comment passer d'un instrument qui a été utilisé à un instrument stérile? Vous voyez les différents blocs verts. On passe de décontamination à nettoyage, emballage, stérilisation et stockage. Toute étape est importante et on peut subdiviser cette analyse du processus. Donc, vous avez à l'écran un modèle de programme pour chaque procédure qui a été utilisé dans les hôpitaux pilotes. Et après, on a invité les hôpitaux à développer et à perfectionner ces modèles en fonction des pratiques et ressources locales. En connectant les données basées sur une observation et le processus de modélisation, on a pu développer des modèles vraiment spécifiques à chaque équipe. Et on a impliqué le personnel médical avec un processus de discussion pour identifier les lacunes et pour modifier et perfectionner le programme à mesure qu'on avance dans sa mise en place. Chaque hôpital, bien sûr, est différent. Il y a des lacunes différentes, des défis différents à relever. Donc, vous avez quelques exemples à l'écran d'amélioration de procédures dans le cadre du programme CleanCut. Par exemple, modifier la liste de contrôle autour des besoins de l'hôpital, avoir des services d'ingénierie biomédicale qui mettent en place ces indicateurs, les tests de stérilité, mettre en place de bonnes procédures pour nettoyer, réparer les blouses ou les draps déchirés, et avoir des stratégies en place pour le nettoyage des tissus médicaux. De manière générale, quand on met en place ce cycle CleanCut, on développe ateliers et groupes de travail, comme par exemple la décontamination, les formations, des formations de mise à jour. Et ça permet de construire sur la base déjà en place pour que le personnel impliqué comprenne non seulement le but de cette liste de contrôle, mais qu'il puisse modifier et perfectionner cette liste et l'intégrer efficacement dans leur pratique.
Ça permet aussi de développer plus d'échanges et de communication dans les équipes. On a mis en place sur 6 mois ce programme CleanCut. La première phase, c'est la mise en place du programme. On a introduit le programme et on identifie les équipes au sein des hôpitaux. Dans la phase 2, on établit la base. Donc, La phase on 2 établit un système permet de collecte des données et on met en place un processus de mise en place. Phase 3, on s'engage on participe, fait partie de toute la communauté chirurgicale et on met en place des plans d'action. On identifie des problèmes dans la manière dont la pratique se fait et on met des interventions, on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place. Dans la phase 4, c'est une amélioration continuelle. On met en place des formations, des ateliers, on utilise d'instruments plus sûrs, on met en place des checklists enfin, dans la phase 5, on redonne tout dans les mains de l'équipe qui est sur place dans l'hôpital. Les 5 premiers sites qui ont participé à notre programme sont en Éthiopie. Il y en a beaucoup d'autres qui vont être mis en place à la suite de cela. Et nous avons également étendu cela en Madagascar et en Afrique de l'Ouest. Il y a un article qui a été publié sur le sujet l'année dernière. Et on a comparé 374 patients et on a vu une véritable amélioration à la suite de la mise en place de ce programme. Notamment à la suite de la mise en place des 6 éléments différents qui font partie du programme CleanCut. Nous avons également vu une réduction des infections. Il y a eu plus de 2000 opérations qui ont été effectuées avec ce programme et 35% de réduction dans les infections liées à la chirurgie et 46% de réduction de risques relatifs à la suite de cela. Notamment le fait d'utilisation des petits volumes d'opérations et des salles uniques. Nous avons également publié sur ce sujet. Il y a différentes barrières et différents facilitateurs qui aident la mise en place de cela. Donc, les ressources matérielles qui gèrent l'hôpital, les personnes qui sont membres de l'hôpital, également la connaissance, les croyances, l'éducation et la collecte de données. Nous avons fait effectuer cette liste à la suite de collecte de données dans 7 hôpitaux. On reconstruit l'équipe dans les leçons que l'on fait. Dans de nombreux hôpitaux en Éthiopie, il n'y a pas véritablement de hiérarchie d'effectuer. Et donc, il est important d'identifier qui va être la personne leader du programme CleanCut et d'ensuite identifier l'organigramme. Une autre leçon importante, c'est de reconnaître et de vraiment noter les possibilités alternatives qui peuvent se présenter. Certaines personnes pensent que la seule solution, c'est d'avoir une rénovation complète et comme la première photo sur la droite. Et en fait, il peut y avoir des solutions simples comme la photo du bas, c'est-à-dire réorganiser les choses et d'avoir un vrai programme de stérilisation et de désinfection mis en place simplement. On a également amélioré la plateforme pour capturer et analyser les données. Nous avons créé un système open source, c'est DGAIS, c'est un logiciel qui est open source, qui est accès libre pour pouvoir collecter les données et les analyser. Ça permet d'évaluer la performance de la mise en place du programme au fil du temps. La question que l'on se pose également, c'est la durabilité du programme. Lorsque l'on regarde les 8 premiers hôpitaux où nous avons mis en place le programme CleanCut, il y a eu un audit de 2 semaines, 6 mois après et 18 mois après la mise en place du programme. Et nous avons constaté qu'il y a eu
il y a eu de véritables améliorations par rapport à avant l'intervention. Et parfois, il continue même à s'améliorer, notamment en ce qui concerne la prophylaxie par antibiotiques ou bien le compte des compresses. Donc maintenant, je vais rendre la parole à Dr Tetiana pour qu'elle vous donne des informations. Bonjour à tous. Donc, nous essayons de mettre en place des stratégies opératives pour éviter les infections. Donc, tout d'abord, nous essayons d'identifier où est-ce qu'il y a des problèmes dans la mise en place dans les hôpitaux. Parfois, il y a des problèmes culturels, des manières de faire et les standards ne sont pas forcément mis en place comme ils le devraient. Nous essayons d'évaluer cela. Donc, tout d'abord, ce que CleanCut a évalué il y a 5 ans et pendant ces 5 dernières années, c'est une amélioration de la mise en place des programmes et également d'améliorer la mise en place de ce programme dans les différentes institutions. L'un des changements principaux que l'on voit grâce à CleanCut, c'est que lorsqu'on essaye de mettre en place nous donnons la possibilité d'accéder au logiciel gratuit pour pouvoir nous donner les informations sur les changements que cela a que le programme a mis en place et puis également les aider ainsi à évaluer où est-ce qu'il y a des modifications à effectuer pour essayer d'améliorer les choses dans leur hôpital. En fait, depuis ces 3-4 dernières années, on a mis en place ce programme. Comme ça, on n'a pas besoin de prouver qu'il n'y a pas de doute. Les choses qui ont été mises, les tests qui ont été faits montrent un changement, donc il faut le mettre en place le plus tôt possible. L'esprit d'équipe s'est véritablement amélioré également, le travail ensemble et les administrateurs des institutions maintenant proposent de mettre en place ces programmes. Il y a une personne qui est point de contact et qui peut ainsi collecter toutes les données des différentes institutions. En outre, on a demandé à Livebox de mettre en place le programme, mais maintenant, c'est les institutions elles-mêmes qui demandent. Ça ne vient plus de Livebox, mais ça vient des institutions qui ont envie de mettre en place, qui choisissent de mettre en place ce programme de CleanCut. Et maintenant, des institutions qui ne répondaient pas à la demande de Livebox sont elles-mêmes demandeuses de la mise en place de ce programme. Et donc, il y a un intérêt à changer. En outre, il y a également un changement dans les spécialités touchées. Et du coup, CleanCut peut véritablement être mis en place dans tout l'ensemble des spécialités de chirurgicales et toucher le plus de patients possible. Donc, l'une des choses les plus importantes quand on parle de CleanCut, c'est la mise en place du playbook. Donc, c'est ce manuel de mise en place. On peut tous accéder à ce manuel une fois que vous avez décidé d'entrer dans le programme CleanCut de Livebox. Vous pouvez lire ce programme étape par étape. Vous pouvez comprendre les différentes phases de CleanCut et tous les outils que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a également des exercices que vous pouvez mettre en place pour vous habituer au programme. Et une fois qu'ils connaissent ces exercices,
il y a le système de mise en place de mapping qui sera également utile pour la modélisation des processus. Donc, cela fait partie de notre site internet. Vous avez des informations si vous voulez aller voir. Et vous pouvez voir les différents ateliers qui existent. Souvent, c'est lié au programme CleanCut, mais ils sont quand même différents de ceux que l'on met en place dans CleanCut. Notamment la décontamination par UVC ou bien d'autres sujets. Cela peut être utile. Donc ça, c'est disponible pour tout le monde. C'est très important pour pouvoir mettre en place différents programmes dans les hôpitaux. Donc, comme je l'ai dit, c'est également le manuel ou ce qu'on appelle le playbook où on peut accéder phase par phase afin que vous puissiez le comprendre et puis commencer à le mettre en place dans votre hôpital. Donc, c'est une manière d'accéder à l'aide de Livebox. C'est facile à comprendre et c'est facile à mettre en place. En outre, le site internet a des ateliers dans différentes langues. Vous pouvez trouver du matériel en français et en espagnol. Et on continue à traduire le matériel, mais bientôt, nous l'aurons également en hindi et en portugais. Donc, vous pouvez choisir la langue que vous voulez en haut et ensuite, vous avez les ateliers proposés dans votre langue. Cela aide nos programmes cliniques puisque ça vous permet de comprendre le système des institutions avec lesquelles vous travaillez et de voir comment est-ce qu'on peut changer la culture de l'institution pour mettre en place des changements et améliorer les choses chirurgicalement parlant. Donc, diapo suivante. Il y a différents programmes avec lesquels nous travaillons. Nous vous envoyez la liste ici. Donc, CleanCS, c'est un essai qui est basé, on travaille avec l'obstétrique et la gynécologie et la mise en place du programme CleanCut, notamment pour l'amélioration des césariennes. Et ça, c'est une tendance qui a été, que l'on a vue. Et on a réduit des clusters et donc on travaille sur des clusters, on met plusieurs institutions ensemble et on peut ainsi faire la formation de manière globale sur différentes institutions régionalement parlant en Éthiopie. Et il y a également la recherche qui se fait avec ces regroupements. Donc, ce qui est bien, c'est que, comme toujours, on a de plus en plus de mise en place, comme CleanCut le veut. Et puis, donc, tout ce qui n'est pas pris en place. Et puis, on essaye d'évaluer, grâce à ce programme CleanCut, d'essayer de réduire les infections et les personnes qui ne respectent pas les procédures. Ça permet d'améliorer les choses. Donc, à CleanCut, nous collaborons avec différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Donc, en Éthiopie, le plus important, c'est le ministère fédéral de la Santé, mais également la Société chirurgicale d'Éthiopie, l'Association éthiopienne d'anesthésie, l'Agence éthiopienne de normalisation. Mais également
Bien sûr, au Libéria, nous travaillons avec le ministère de la Santé. Et puis au Madagascar, nous travaillons également avec l'opération SMILE et avec le ministère de la Santé. Il y a deux autres partenariats que nous sommes en train de mettre en place et que nous renforçons, qui est celui avec les SOG et avec et nous essayons de travailler avec le ministère de la Santé, toujours main dans la main, et de ne pas travailler contre eux. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais passer la main à Sidira. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je tiens à remercier toute l'équipe de m'avoir intégré dans ce programme. Ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, en tant que nouveau chirurgien dans l'hôpital où je travaille. On m'a également assigné le rôle de chef du bloc opératoire. Donc, pour moi, c'était le programme idéal pour commencer. Programme suivant. Next slide. Au suivant, s'il te plaît. Alors, je travaille. Le CleanCut a été établi dans la région de Vakna Karac. C'est une partie de l'hôpital c'est une partie de la capitale d'Antananarive avec plus de 2 millions d'habitants. On a 3 hôpitaux de district avec les soins chirurgicaux basiques et un hôpital de référence où on a commencé le programme CleanCut. Mais on a quand même des données limitées sur les données de routine, comme les infections de site opératoire. Et on peut constater les grands besoins d'une chirurgie de qualité, d'une révision de la plateforme qui existe, de connaître les chiffres sur les routines de notre hôpital. Prochain slide. Next, please. Ainsi, on a commencé en février 2021. On a commencé par construire une équipe. On a connu le contexte hospitalier. On a défini les procédures. On appelle ça le process mapping. On a entraîné à peu près 27 personnes, des chirurgiens, des médecins, des infirmiers anesthésistes, des sages-femmes et des infirmiers de salle et des infirmiers du bloc opératoire, le personnel de maintenance, le personnel administratif. Et on a entraîné tous ces personnels avec le programme CleanCut, comment collecter des données, comment utiliser la plateforme DHIS2. Et on a jusqu'à maintenant 160 patients enrôlés dans le programme. Vous verrez, soit c'est sur papier pour le moment, soit c'est déjà entré sur la plateforme. Next. Mais on a commencé la collecte de données quand même fin mai. Il a fallu quand même former le personnel, il a fallu former le personnel sur ce programme. Et on a pu collecter en juin, de mai à juin, environ 60 patients. Et en juillet, jusqu'à maintenant, 105 patients. C'était le chiffre de 23 août dernier. On a eu des difficultés au départ. On a eu 36% des patients qui ont été opérés. Mais ça a commencé à augmenter petit à petit. On est à 70% des patients qui sont enrôlés dans le programme. Ça nous a, on a encouragé les changements. On a commencé par 6 points vous voyez le checklist que Nicole a présenté. Il y avait 6 procédures, 6 points. On a commencé par les 2 points. Par 2 points, c'était la préparation cutanée, c'était le retraitement des linges. C'était la préparation cutanée des chirurgiens, la préparation cutanée des patients. Mais on ne s'est pas seulement focalisé sur ce que le CleanCut avait proposé. Ça nous a encouragé également à faire des améliorations sur d'autres points qui n'étaient pas toujours mesurables, qu'on n'a pas encore mesuré pour le moment. On a eu quand même une population jeune, et on a eu surtout une prédominance. Bon, parfois, c'était les hommes, parfois, c'était les femmes, parce qu'on a eu plus de césariennes. On a environ 50% de nos activités qui sont plus de la gynéco-obstétrique. Next slide.
Voici quelques chiffres sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Je vous ai présenté tout à l'heure il n'y aurait pas un slide avant? Bon, ça, c'est ce qu'on n'a pas encore travaillé, les 4 points. Là, par exemple, bon, c'était pas là, mais vous verrez, on a préparé la préparation cutanée et je vous présenterai des chiffres sur la préparation cutanée et sur le retraitement de ces linges plus tard. Mais là, ce sont les 4 points qu'on n'a pas encore travaillé. Vous voyez ici, on a notre utilisation de la checklist de sécurité d'OMS, le retraitement des linges, le retraitement des instruments, l'antibioprophylaxie, le décompte des gaz. C'est ce que CleanCode permet. Ça nous a donné quels chiffres, ça nous a donné des chiffres sur nos pratiques habituelles. Next slide. Prochain slide, s'il te plaît. Quel impact ça a eu maintenant quand on a commencé la collecte de données en mois de mai? On a eu surtout des chiffres préliminaires sur les infections de site opératoire qu'on n'avait pas avant, des chiffres sur l'utilisation du checklist qu'on avait depuis longtemps, comment on utilisait le checklist, à quel point on est intégré dans son utilisation, comment est-ce qu'on retraite nos matériaux chirurgicaux, que ce soit les instruments ou le linge. Et ça a augmenté, ça a plus motivé l'équipe qu'il y a un besoin, il y a une urgence de l'amélioration de la qualité de la chirurgie dans notre hôpital. On a eu aussi des compétences comme l'utilisation de la DHIS2 sur comment faire une data collection, sur comment même travailler en équipe. Et prochainement, on va passer à la phase 4. On fera une antibioprophylaxie, le décompte des compresses, l'utilisation de cette checklist, ce sera une refreshing. Ça va être une reformation sur l'utilisation des instruments parce que personnellement, on n'a pas ces protocoles-là pour le moment dans notre hôpital. Next. Ça a aussi amélioré l'esprit d'équipe entre l'administration et l'équipe de chirurgie parce qu'on avait rapidement une aide administrative. On avait une cohésion entre l'administration et l'équipe de chirurgie sur ce qui devait être changé. On a vu un changement du comportement de l'équipe, comme écrire les données, toujours avoir l'habitude d'écrire ce qui s'est passé, les événements, les procédures. On a eu un changement dans la préparation du patient avant l'intervention. On a eu beaucoup d'idées venant de l'équipe, de toute l'équipe, même pas c'était pas obligé d'être l'équipe CleanCat proprement dit. On n'avait pas besoin de chercher quelque chose de coûteux, comme par exemple comment gérer le linge, recycler les linges, faire le rapiessage à temps. On a eu aussi, après qu'on ait eu les données sur les besoins, on a eu un autoclave récemment avec la formation qui va avec. Next, please. Sur quoi on a dû s'adapter? On est quand même une petite équipe, on travaille à l'hôpital et une personne peut avoir plusieurs rôles. C'est ce qu'on m'a dit au départ. En tout cas, CleanCat est un programme très modulable. Ça dépend du site. On peut tout à fait changer. Donc, l'OR manager peut être à la fois le chef de bloc. Ça, en tout cas, là, ce n'est pas une adaptation. L'exemple prochain, ce n'est pas une adaptation du CleanCat, mais on a quand même dû s'adapter parce que parfois, un infirmier du bloc devait faire à la fois gérer 2 interventions en même temps. On est en train d'améliorer cela.
Il y a eu un constat de différence de procédure. Par exemple, une différence de procédure entre ce que l'Éthiopie fait et ce que Madagascar fait, ou ce qu'on fait dans un autre hôpital. Le circuit du patient, par exemple, où est-ce que va l'hôpital, où est-ce que va le patient quand il vient au bloc opératoire. On a eu des divergences sur l'utilisation de la fiche d'enquête. Par exemple, il y a eu des mésententes, pas des mésententes, mais plus des malcompréhensions, je dirais, parce qu'une question qu'on prenait, par exemple, pour quelque chose de bien, était en fait quelque chose de pas bien. Et c'était une source de nouvelles idées. On avait de nouvelles idées, on avait des idées de changement. C'était un partage. On cherchait des idées de faible coût, comme comment améliorer la façon de se laver les mains avant d'entrer au bloc opératoire. Et comme j'ai dit, le retraitement des linges, la création de protocoles qu'on pouvait également faire déjà avant, mais qu'on ne pensait pas pouvoir faire avant. Next, please. Qu'est-ce qui était les challenges? C'était l'absence d'une connexion Internet de façon régulière. On devait mettre sur papier d'abord les collectes de données avant de les mettre en ligne sur DHIS2. Il y a eu un impact sur le fait que ce n'était pas des données en temps réel, mais on compensait cela avec des réunions mensuelles auxquelles on se donnait rendez-vous pour avoir les données à temps. Il y a eu aussi des barrières de langage, mais on avait quand même eu, merci beaucoup aux organisateurs, des données en français, traduites en français. On a dû faire des formations en 2 temps, mais ça, c'était plus, ça nous aidait plus à comprendre le programme. On a eu des besoins d'interprètes. Prochain, s'il te plaît. C'est quelque chose de commun à tous. Le Covid-19 a beaucoup perturbé le programme opératoire. On a eu une restriction. Le staff du bloc a été mis en rotation pour aller au bloc opératoire, pour aller faire les soins pour le Covid. Il y avait eu des patients qui venaient à un stade très tardif parce qu'ils avaient peur de l'hôpital. C'était aussi l'un des facteurs qui a fait qu'on avait eu un faible taux de recrutement des patients pour le programme CleanCat, parce qu'il y avait eu aussi un faible taux de fréquentation à l'hôpital. On a même dû faire une pause de 3 semaines durant le second pic de Covid dans notre pays. Quel challenge aussi, c'était motiver une équipe qui était déjà surchargée. Motiver une équipe à faire des changements, à remplir des fiches, à faire des réunions. Il y avait aussi des équipes qui n'étaient pas entraînées à utiliser les webinars, à une utilisation régulière d'un système informatique sur le DHIS2. Et toujours la barrière de langage et les différences de procédure. C'était plus des challenges que des difficultés. Next slide. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, plus tard? On est en train de préparer l'extension du programme CleanCat sur les 3 hôpitaux de district. C'est tout autour d'Antsirabe, tout autour de notre hôpital. On va aussi passer à la phase 4. On va faire les team training, on va faire les formations que j'ai dit tout à l'heure et on va travailler sur les 4 autres objectifs qu'on n'a pas encore définis jusqu'à maintenant. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais passer la parole au prochain panéliste. Merci beaucoup, Cédra. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Samina Nagash et je suis interne en chirurgie. Je suis basée dans un des hôpitaux où le programme CleanCat a commencé à être introduit. Je suis également impliquée dans les programmes de renforcement de sécurité chirurgicale. Et je travaille à d'autres programmes d'amélioration de la qualité. Autre diapositive suivante. Donc, le programme
CleanCut a été introduit en 2016, comme ça a été mentionné dans l'hôpital où je suis basée. Il a été introduit dans l'hôpital Jima, puis dans les différents hôpitaux dont vous voyez les noms à l'écran. Donc, depuis 2016, d'autres hôpitaux pilotes se sont joints au programme et nous avons déjà vu des retombées positives. Suite à cette étude, on a développé un programme spécifique d'amélioration de la qualité qui vont être mis en place dans d'autres hôpitaux à travers l'Éthiopie. Et ça a été étendu à d'autres hôpitaux régionaux également. Et donc, ça a été un catalyseur de changement. Ça a permis l'introduction d'un changement plus complet, de l'adoption d'un système en ligne. Nous avons également développé de nouveaux blocs d'intervention, des ateliers de formation, des séminaires de formation. Comme vous l'avez vu, c'est un programme qui a été bien accueilli dans les différentes équipes médicales et qui améliore la qualité des pratiques chirurgicales. Alors, il y a eu évidemment des délais à cause de la pandémie. Et du coup, les formations ont dû se faire en ligne, notamment via Zoom. Mais maintenant, nous avons de nouveaux projets en partenariat avec des hôpitaux qui vont permettre de développer des formations au niveau local avec des formateurs dans ces hôpitaux. Comme je l'ai déjà dit, la coopération a vraiment été au cœur du développement de ce modèle. De plus en plus d'hôpitaux adoptent ce programme et l'ajustent pour que ça fonctionne avec leurs initiatives et leurs priorités. Et nous avons vu que tous ces membres, tous ces partenaires qui ont suivi le modèle des hôpitaux pilotes ont été impressionnés par l'efficacité du programme et maintenant prennent l'initiative pour adopter et mettre en place ces programmes dans plus d'établissements. Il y a bien évidemment un certain nombre de difficultés et de défis à relever selon les hôpitaux, notamment à cause des problèmes de budget. Diapositive suivante. Alors, les formations dont j'ai déjà parlé, accès sur la sécurité chirurgicale ont été vraiment importants. Il y a également eu des programmes spécifiques dédiés à l'application de la SSC. Et les hôpitaux peuvent choisir en fait les séminaires de formation qui sont les plus adaptés à leurs besoins. Il y a des ateliers également qui relient cela à la pandémie. Donc, il y a des formations et des formations accessibles. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, on a des images de formation pré-pandémie. Et maintenant, on a des formations qui se font en ligne, qui sont virtuelles. Mais ça présente aussi quelques avantages parce que ça permet de toucher des hôpitaux plus reculés et ça permet de toucher plus d'hôpitaux, plus de personnes en même temps. Donc, les formations ne sont pas réservées aux hôpitaux de la capitale. Nous avons 6 formateurs de plus maintenant qui peuvent développer ces programmes de formation et relayer la formation. À l'image suivante. Donc, en lien à cela, je voudrais évoquer la bourse de formation McCaskey. Donc, le développement de la formation est un des piliers Lifebox et dans ce cadre, ils ont développé une bourse de formation d'1 an développée par M. McCaskey
Et l'idée, c'est de développer des rôles de personnes qui vont être des leaders, en quelque sorte, pour Livebox et pour les pratiques développées par Livebox. Nous bénéficions de soutien, de mentorat de personnes beaucoup plus expérimentées qui se consacrent à l'amélioration de la qualité. Et dans le cadre de ce mentorat, on développe de bonnes pratiques et des connaissances sur les bonnes pratiques pour améliorer la sécurité chirurgicale. Il y a eu trois cohortes qui ont pu bénéficier de ces bourses de formation. Dans le cadre de ce programme d'études et de bourses, il y a des formations qui sont liées au programme CleanCut, mais aussi l'amélioration de l'efficacité, comment implémenter, comment mettre en place la liste de contrôle de l'OMS, comment travailler sur l'amélioration de l'administration d'antibiotiques, la qualité la gestion des soins post-opératoires. Et il y a des vidéos de formation auxquelles on peut accéder qui facilitent en quelque sorte la formation, notamment pour les activités péropératoires. Je voudrais maintenant donner la parole à Tom. Merci beaucoup, Samy. Travail fantastique que vous menez tous et c'est vraiment intéressant de voir l'enthousiasme, l'énergie, le dynamisme de toutes les personnes qui soutiennent ce programme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je suis Tom Weiser et j'ai été impliquée dans le développement dans le développement de cette SSC au sein de l'OMS. Je travaille évidemment avec Livebox parce que nous avons le même but, améliorer la sécurité dans le domaine chirurgical et sauver des vies. Le programme, à l'origine, était lié à l'amélioration des pratiques pour améliorer la sécurité en anesthésie, mais en fait, même si c'était le point de départ, au cours des 10 dernières années, on a beaucoup élargi le portfolio, la gamme de programmes sur lesquels Livebox travaille, et CleanCut est une des grandes initiatives parce que ça permet de cibler ces infections qui tuent, comme on l'a vu, énormément. Il y a aussi ce désir d'améliorer la coopération, le travail en équipe, parce que ça contribue à améliorer la sécurité. Et ce travail coopératif aide à résoudre les problèmes. Ça permet aussi de développement d'outils pertinents, comme cette modélisation des procédures. Donc, on essaie de concevoir des outils au niveau de l'organisation. Et ce que Livebox essaye de faire, c'est de développer cette gamme d'outils en variant les types de formation. C'est fondamental, évidemment, c'est au cœur de la mission Livebox. Donc, on revient à cette liste de contrôle, vous la connaissez tous. Il y a 19 points dans la liste initiale de l'OMS. Certains sont très liés clairement à la sécurité dans le domaine anesthésie. Certains sont liés à la prévention d'infection, mais dans l'ensemble, tous ont pour objectif de créer une approche interdisciplinaire et collégiale. Comment travailler, comment chaque praticien médical travaille et comment peuvent-ils mieux communiquer et coopérer avec le reste de l'équipe médicale. En plus de cette liste de contrôle, on a également introduit un certain nombre d'outils. Et depuis la fondation de Livebox, on a livré une quantité d'oxymètres de pouls qui ont joué un rôle énorme pour améliorer
le traitement des patients, en particulier pour la question de l'oxygénation qui est cruciale. Nous avons également développé de nouveaux outils. Par exemple, une lampe frontale chirurgicale qui est utilisée maintenant dans un certain nombre d'endroits. Le dernier prototype va être perfectionné, ça va servir en orthopédie, en chirurgie pédiatrique, etc. Parce que on a vraiment réalisé que une bonne visibilité, une lumière adaptée, qui soit assez lumineuse, qui ait une batterie qui dure assez longtemps, c'est vraiment très utile et très pertinent. Vous avez donc le prototype à l'écran. On a travaillé aussi avec le programme SmileTrain pour développer des apnographes abordables. C'est très important pour la ventilation des patients. Et ça, c'est quelque chose qui a intéressé beaucoup la communauté des anesthésistes. On a donc essayé de le déployer à plus grande échelle et on essaye d'identifier des innovations pour développer un nouvel outil qui permettra d'améliorer plus encore la sécurité dans le domaine anesthésie. Et on travaille également à améliorer décontamination et stérilisation des instruments. Ça, c'est un programme qu'on a développé avec Spectra, une ONG canadienne. Et ça se concentrait vraiment sur les processus de stérilisation. Parce qu'en fait, il y a un manque de professionnalisme des équipes chargées du nettoyage et de la stérilisation. Et comment peut-on s'attendre qu'ils fassent ce processus de nettoyage efficacement sans la bonne formation? Donc, ça a vraiment été considérable et c'est intégré dans CleanCut. Ça a permis aussi d'avoir un dialogue avec ces autres disciplines, avec ces autres praticiens qui sont importants dans le processus chirurgical. Donc, comment les intégrer dans le processus, comment les aider à faire mieux leur travail et comment valoriser le rôle qu'ils jouent dans le processus chirurgical. Donc, en fait, le dénominateur commun, c'est identifier ce qui va motiver tous les parties prenantes à faire mieux et à s'améliorer, quel que soit leur rôle au sein de l'hôpital. On essaye d'impliquer les partenaires et alors au début, on ciblait les services de programmation, on essayait de leur vendre en quelque sorte les bénéfices de CleanCut. Et en fait, les bonnes réactions qu'on a eues sont vraiment très constructives. Les infrastructures de Livebox sont pertinentes parce qu'elles permettent de toucher des gens à travers le monde et à travers les équipes médicales. Donc, en fait, on a constaté qu'un hôpital dans un pays peut apporter des formations pertinentes à un autre hôpital dans un autre pays parce qu'ils ont des conditions de travail similaires. On essaye de rassembler les parties prenantes, qu'ils soient des cliniciens à très haut niveau ou des membres très nouveaux dans l'équipe. On veut vraiment créer une communauté enthousiaste qui cherche à résoudre les problèmes et à améliorer la qualité et la sécurité dès le début. La sécurité chirurgicale, c'est un problème important. La mortalité liée aux ISO est un vrai problème et en tant que système de santé, en tant que fournisseur donc de soins, si on peut améliorer ça, alors on peut avoir une meilleure confiance de la part de nos patients. Mais en fait, ce qu'on cherche à faire avec ces programmes, c'est de développer des équipes et de les autonomiser pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes et qu'ils puissent développer leur capacité à résoudre les problèmes. Suivante. Tout cela est listé à l'écran, mais l'idée, c'est que les équipes puissent agir.
Donc, le but, c'est l'un des buts de Lifebox, c'est d'encourager les équipes et renforcer leur capacité localement de utiliser leurs connaissances dans leur système pour améliorer, faire des changements au sein de leur système et améliorer la chirurgie et la manière dont ils s'occupent de leurs patients dans leur pays, dans leur pratique habituelle. Diapo suivante, j'aimerais donc remercier vraiment, c'est un véritable travail d'équipe et le docteur Legucy et moi-même sont vraiment ravis de l'équipe avec laquelle nous travaillons et de voir qu'il y a tellement de personnes que nous devrions remercier. Et nous sommes vraiment, nous sentons vraiment intéressés. C'est passionnant de pouvoir travailler avec ces gens-là, mais nous sentons, nous avons besoin d'être humbles par rapport au rapport que nous avons avec eux. Et tous les docteurs qui sont là dans cette liste, nous voulons les remercier. Et peut-être que, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, sinon nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Merci beaucoup à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir apporté ce programme dans la pratique chirurgicale. Tout n'est pas aussi simple que ça ne pourrait le paraître, mais nous essayons de travailler avec des institutions, des individuels, et s'ils identifient des problèmes, c'est plus facile de mettre en place un programme. Mais si tout le monde dit « Oh, il n'y a pas de problème, tout fonctionne », alors ce sera difficile de mettre quelque chose en place. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre cet aspect humain et comprendre qu'il y a des problèmes, les identifier pour pouvoir mettre en place quelque chose. Merci beaucoup à tous de nous faire participer à ce programme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais redonner la parole à Dr. Osgediz. Merci beaucoup, Tom, Sally, Cédera, tous, Nicole. Vraiment, toutes vos présentations sont très inspirantes et en plus, vous êtes parfaitement à l'heure, c'est parfait. Je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé. C'est vraiment un programme qui est très intéressant, très inspirant. Merci d'avoir présenté tout cela et de nous avoir donné toutes ces données. Merci d'être là à travers le monde, à nous suivre, à nous écouter. Si vous avez des questions ou bien des expériences à partager, n'hésitez pas à le partager, soit dans la boîte de discussion, soit dans le système de questions-réponses. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent de Botswana, Tanzanie, etc., d'autres pays à travers le monde. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et de pouvoir être là avec nous. C'est vraiment un programme extrêmement incroyable, intéressant. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment souligné dans l'écosystème de la chirurgie. Et pourtant, il faut beaucoup de coopération et de communication pour améliorer cette question des infections. Et c'est très intéressant ce que vous avez pu mettre en place. C'est assez incroyable. Et je pense qu'effectivement, comme vous le dites, ces programmes permettent de créer une opportunité pour discuter de cela au sein des équipes locales et mettre les choses en place. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir comment les choses se sont mises en place en Éthiopie et comment le programme s'est étendu. Et c'est très intéressant aussi de voir comment Cédera et ses collègues en Madagascar ont mis cela en place et comment ça leur a permis de souligner certains problèmes et d'y travailler et comment cela va se répandre dans le pays. Et c'est très intéressant de voir également les données et les ressources que nous avons et comment on peut améliorer les choses avec qui nous pouvons travailler, avec les anesthésistes, avec les infirmiers, par exemple. Je suis vraiment ravie que vous puissiez être là aujourd'hui et partager vos expériences personnelles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont nous aimerions discuter, donc je vais donner la parole à Ruth pour qu'elle puisse nous mener dans cette question-réponse. Merci à tous nos panélistes. J'aimerais commencer en vous posant par une question qui a été posée plus tôt par Dr. Negusti. C'est pour vous cette question. Bravo pour tout le travail que vous avez fait.
les baselines que vous avez utilisés étaient de 60%. Et donc, j'imagine qu'il y avait déjà des choses de mise en place avant la mise en place du programme Clean Cut en termes de lutte contre les infections. Mais est-ce que vous croyez que le programme Clean Cut peut vraiment améliorer les choses? Merci beaucoup pour cette question. Et pour toutes les améliorations de programme, il y a un système de sélection. Il n'y en a pas, pardon. Non, on travaille avec n'importe quel centre qui a envie de travailler. On part des données de base de cette institution, on fait une évaluation des risques et on part de là, on regarde les infrastructures qui sont en place et puis on regarde les structures de base pour la lutte contre les infections périopératives. On regarde cela à travers un mois. Sur un mois, on voit où ils en sont, on évalue où ils en sont. Et on essaye d'améliorer les choses de 35%. On met en place des checklists et on leur donne des objectifs de ce qu'on attend d'eux. Certaines personnes ont une amélioration de 20% et certaines personnes de 50%, jamais plus que cela. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de voir où ils en sont et on va essayer d'évaluer où est-ce qu'il y a des choses à changer et on va essayer de mettre en place un plan qui sera approprié à cette institution. Est-ce qu'ils ont des besoins de formation ou est-ce qu'ils ont un problème d'engagement des équipes, etc. On évalue où c'est là et on leur propose quelque chose à mettre en place sur les 5 mois suivants. Donc, c'est différent pour chaque centre. Ce qui est important, c'est que les administrateurs de l'hôpital aient envie de faire partie de ce programme et s'ils le demandent, nous, on met les choses en place. Merci beaucoup. Une question liée à ça. Qu'est-ce que vous avez appris lorsque vous l'avez cherché les bonnes personnes pour les mettre en place, comme par exemple un OR manager? Pour nous, le plus important, c'est vraiment l'OR manager, donc le manager du bloc, et puis l'administrateur. Mais vraiment, ce manager du bloc opératoire, il est vraiment très important. Et puis les administrateurs qui vont pouvoir poser les questions au manager du bloc pour pouvoir, parce que ce n'est pas forcément la personne avec qui nous allons communiquer, nous, le directeur de bloc, mais c'est la personne qui va nous donner toutes les informations que nous avons besoin via l'administrateur de l'hôpital. Et puis, ça nous permet également, en passant par l'administrateur, de leur montrer les changements qui ont été effectués à la suite de collecte de données. Mais parfois, ça va être l'équipe infirmière qui va être notre contact, ou bien ça va être le département de chirurgie, ou ça dépend des hôpitaux. Mais la plupart du temps, ce que nous proposons, c'est la mise en place d'un manager du bloc. Merci beaucoup. La question suivante que j'ai, je vais la demander à la Dr Starr de y répondre. Kitty demande si vous pourriez expliquer un peu les personnes à identifier dans chaque institution pour garder cet engagement des équipes sur le long terme. C'est vraiment très intéressant qu'il y a beaucoup de collègues qui sont là, présents à nous écouter. Je pense que cela va avec ce que Tintena a dit précédemment, c'est de trouver les leaders qui vont mener le projet sur le terrain. Mais ce que nous avons constaté, qui nous semble la combinaison la plus idéale, c'est de trouver des seniors au sein du bloc opératoire, mais également des personnes qui ont un petit peu moins d'expérience, peut-être, mais qui ont plus de temps à consacrer au programme. Donc, c'est très important d'avoir ce manager de bloc qui est jeune, qui n'a pas trop d'autres
responsabilités administratives et donc qui va pouvoir véritablement s'impliquer dans ce programme, mais qui a également une certaine ancienneté pour pouvoir s'adresser à l'ensemble de l'équipe, savoir quand est-ce que mettre en place des réunions, etc. Et je pense que ça, c'est la bonne combinaison. Nous avons également vu des équipes différentes d'un hôpital à l'autre, mais souvent, lorsque nous n'avons pas cette personne énergétique, motivée, qui va lancer le programme, ça ne marche pas toujours très bien, la mise en place. Donc, c'est très important d'identifier cette personne. Je ne sais pas si Samy ou Tom veut ajouter quelque chose à ce que je viens de dire déjà. Je pense que ça en revient à ces questions d'engagement et de durabilité du programme. Pour être honnête, c'est vraiment très difficile de mettre cela en place. Et c'est difficile partout, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Éthiopie ou à Madagascar. C'est toujours compliqué. Donc, l'expérience que nous avons eue, et quand je dis nous, c'est nous qui essayons de mettre en place ces checklists et améliorer la qualité de la chirurgie dans les différents hôpitaux. Par exemple, en Caroline du Sud, tous les hôpitaux étaient engagés et seulement 20% des hôpitaux pouvaient véritablement s'engager suffisamment dans le programme pour pouvoir véritablement changer leur pratique sur le terrain. Donc, ça fait quand même un pourcentage de ratés qui est assez élevé, vous voyez. Donc, ce n'est pas si simple d'avoir un véritable engagement des hôpitaux. Et c'est véritablement, il faut vraiment que les hôpitaux nous fassent confiance pour pouvoir s'engager véritablement dans ce programme. Parce que ce n'est pas un programme que l'on met en place et qui est fait rapidement comme cela, c'est plutôt un programme qui se met en place sur le temps pour mettre en place quelque chose sur le long terme. Alors, ça a tendance à s'étioler avec le temps. Mais nous avons eu de la chance, les partenaires avec lesquels nous avons travaillé se sont véritablement engagés dans ce programme. Dr. Weiser, merci beaucoup pour ce commentaire et pour je suis curieuse de savoir comment est-ce que le Livebox continue à travailler avec les hôpitaux locaux à la suite de ce programme de 6 mois. Merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question. Je vais répondre, mais je vais également demander à Samy et à Tito de commenter sur ce fait. Donc, ce programme de 6 mois, c'est le programme formel. C'est lorsqu'on met en place ce programme pilote avec un début, un milieu et une fin. Et lorsque on a cette intervention structurée, elle se déroule sur 6 mois. Nous avons un temps de mise en place, le temps de l'assessment, de mise en place, puis de post-assessment. Mais une fois que ces 6 mois sont finis, il y a un plan de transition qui est inclus dans ce playbook et qui nous permet, c'est déjà construit dans le programme pour essayer de mettre en place durablement ce programme, pour les aider à savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, notamment pour, vous savez, cette collecte des données très extensive que l'on demande lors du programme. On sait bien que ceci n'est pas durable et donc on leur demande à quel point, quel type de données ils veulent continuer à collecter après le programme. Et on revient au bout de 6 mois ou 18 mois et voir que la culture de l'hôpital a changé et que cela a été suffisamment durable, la mise en place de ce programme, pour que cela dure encore 6 ou 18 mois plus tard. Lorsque l'on met le processus en place, on essaye de voir à quel point ces programmes vont avoir de l'impact. En particulier en Éthiopie, on a essayé de voir ce que les hôpitaux avaient fait encore après le programme. Comme Tom l'a dit, au bout de 7 mois, on a souvent une réunion avec la checklist de l'OMS, voir où ils en sont par rapport à cette checklist-là, etc. Mais régulièrement, la plupart du temps,
parce qu'ils répondent à nos objectifs. La plupart du temps, il y a eu un impact déjà lors des 6 premiers mois d'intervention, 5 premiers mois d'intervention. Et tout les formations et le process mapping qui a été mis en place continue après. Donc, certains hôpitaux se sont encore améliorés et d'autres ont juste maintenu ce qu'on a mis en place. Mais aucun hôpital, pour le moment, n'est revenu en arrière par rapport aux mises en place qui ont été effectuées pendant le temps de durée du programme. Parce qu'ils ont appris à travailler ensemble, ils ont compris les bénéfices du changement et donc ils continuent à le faire. Parfois, il y a aussi des personnes qui nous prennent en contact avec nous pour une formation spécifique, où on a aussi ce système de fellowship, de partenariat chirurgical. Et donc, cela peut aider différentes personnes à différents niveaux dans leur formation. Et ils peuvent mettre en place ce programme dans leurs institutions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Je pense que la plupart des choses ont été dites déjà. J'aimerais mieux avoir la question suivante et pouvoir y répondre, mais j'aimerais mieux répondre à une autre question que j'ai vue. Quelles étaient les meilleures choses à faire pour continuer, pour vraiment avoir une durabilité du programme? Je pense que pendant la mise en place du programme, l'un des plus gros challenges auxquels nous avons dû faire face, c'était vraiment la gestion du budget et puis arriver à collecter les données. Et nous avons réussi à trouver une solution. Mais je pense que les centres qui ont réussi à mettre en place, ils ont trouvé un budget par eux-mêmes. Ils ont réussi à payer quelqu'un pour pouvoir continuer à collecter les données. Et comme Nicole l'a dit, ce qui est compliqué, c'est aussi de trouver la bonne personne, de trouver ce manager de bloc qui va être, si ce n'est pas quelqu'un qui est très impliqué, qui n'a pas lancé ce programme et qui a amené ce programme dans leur hôpital, je ne pense pas que le programme va avoir un véritable succès. Il faut vraiment une envie de la part des équipes de mettre en place ce programme pour que cela fonctionne. Merci, Dr Nagas. Je me demandais si Patty pourrait ensemble la question suivante. À quelle régularité est-ce qu'on revient pour avoir des réponses, des informations sur les données à l'avenir? Oui, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Alors, je pense qu'il faut une évaluation de durabilité. Merci, Samy. Je pense qu'un des problèmes qu'on a identifiés, c'est la question de l'équipe et de la manière dont les équipes sont mises en place, et en particulier les systèmes de rotation des équipes au sein dans les hôpitaux. En Éthiopie en particulier, il n'y a pas forcément de spécialisation aussi nette. Du coup, les praticiens de la chirurgie peuvent être appelés à être déplacés et déplacés. Et du coup, il n'y a pas forcément toujours la même équipe qui a été formée et impliquée dans le programme CleanCut. Du coup, il faudrait vraiment que les hôpitaux prévoient un modèle de formation pour le nouveau personnel qui rejoigne les équipes. On a également fait des progrès dans les coopérations avec les formations d'infirmiers.
pour intégrer ces formations opératives et ces bonnes pratiques et vraiment inscrire cette culture de la sécurité chirurgicale dans les formations. Cependant, je pense qu'il va y avoir besoin de remise à niveau, de formation régulière. Une dernière question pour Dr Amin. L'amélioration de la qualité est indispensable et je pense qu'il y a une référence à votre présentation. Ça n'est pas toujours évident pour les personnes travaillant dans votre secteur parce que les ressources ne sont pas toujours évidentes. Donc, comment avez-vous réussi à combiner votre volume de travail habituel avec l'implication dans le programme CleanCut? Pour moi, CleanCut, c'était comment dire, c'est une application de ce que les chirurgiens discutent dans le couloir, pour moi. Par exemple, il faudrait qu'on fasse ceci, il faudrait qu'on fasse cela, et on en discute, mais il n'y a pas de véritable application. Donc, c'était pas plus une charge de travail, à mon avis. C'est comme si ça aide le chirurgien ou celui qui travaille dans le domaine opératoire de mettre un chiffre sur les projets qu'il veut faire et de faire un suivi pour que ça soit pratique. Donc, au final, ce n'était pas une charge. C'est comme si on faisait le travail habituel, mais avec plus d'objectivité. Merci, c'était très clair. Nous pouvons peut-être conclure bientôt, car je ne pense pas que nous ayons le temps pour une question supplémentaire. Donc, je pense qu'on peut conclure avec la nécessité d'impliquer et de convaincre les équipes de changer les choses. Bien souvent, comme Dr Amin Hossein l'a dit, ça permet de faire avancer les choses et de structurer les progrès nécessaires. Donc, je voudrais remercier tous les membres du panel de s'être rejoints à nous, d'avoir partagé leur expérience. Merci également à toutes les personnes qui ont suivi cette session. Je voudrais vous encourager également à continuer à discuter et à débattre après cette session. N'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter, à parler de Livebox et à faire connaître ces initiatives. Ces enregistrements seront disponibles via YouTube et notre prochaine réunion Ground Round sera en septembre, le 29 septembre, et ce sera une formation liée, une discussion sur les débuts dans la chirurgie. Les débuts dans la chirurgie mondiale en particulier. Alors, Dr. Jorik, est-ce que vous voulez conclure ou est-ce que quelqu'un voudrait avoir le mot de la fin? Merci beaucoup, Ruth. Je voudrais vous remercier d'avoir présidé cette session. Je voudrais remercier nos partenaires de Livebox et tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui, et ainsi que leurs équipes pour le rôle de leadership qu'ils assument et pour le fantastique travail qu'ils font sur le terrain. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont facilité l'organisation, Kitty Jenkins de Livebox, les interprètes qui ont interprété en français et en espagnol. Et merci aussi à l'équipe de Chesa qui nous a permis d'organiser cette session. Merci à Jessica, notre coordinatrice. C'était un plaisir d'accueillir cette session, de mener cette session. Donc, je vous encourage moi aussi à continuer ces discussions et partager vos expériences entre vous, mais aussi avec nous via les médias sociaux. Partagez les solutions, les approches innovantes que vous avez développées.
Merci beaucoup. Nous allons clore ce webinaire sur ces quelques mots. Merci.